Et donc, ça, c'est pour le côté management qui est primordial. Oui, je n'enregistre pas au même endroit cette fin de podcast, mais passons. Donc management, en effet, mais après, il y a l'aspect tactique. Et là, c'est vrai que, en fait, je pense qu'on ne s'en rend pas compte là non plus, en termes de nous, de l'extérieur, mais le nombre de paramètres à maîtriser pour être un bon coach NBA est assez énormissime, pour le coup. Et puis, surtout, en fait, c'est pas pareil d'être un bon analyste, de savoir décrire ce qui se passe, voire même d'être un joueur qui sait ce qui se passe aussi, et de l'autre, d'être aussi un bon coach tactique, en fait. Il y a tout ce truc où c'est pas pareil de savoir faire un bon système, typiquement, et d'être un très bon tacticien avec, en fait, au-delà du côté... voilà, il y a des coachs qui sont de très bons tacticiens, un peu créatifs, juste, j'ai plein de bons systèmes gadgets, etc. Je pense à notamment Luke Walton, que moi j'aime beaucoup, hein. J'adore le playbook de Luke Walton, j'ai toujours été très haut sur lui, de ce point de vue-là, en tout cas. Mais c'est pas que ça, être coach. On retient beaucoup les systèmes de jeu, surtout ceux qui sont donc un peu gadgets, qui sortent de l'ordinaire, etc. Après, en fait, le gros du boulot, c'est pas tant les systèmes, surtout dans la NBA qui va de plus en plus vers de la free flow offense, un peu plus libre, etc. Il y a aussi tout un aspect stratégique, en fait. C'est ça, un bon coach. C'est pas le joli système, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ce système. D'ailleurs, pas que des systèmes complexes, ça peut être juste un pick and roll. Mais pourquoi est-ce qu'on fait un pick and roll ? Pourquoi, face à telle ou telle défense, on le fait plutôt plein centre plutôt que sur le côté, le pick and roll qui part vers l'intérieur, qui part vers l'extérieur, avec qui on le fait, qui est-ce qu'on cible, etc., etc. Enfin bref, je pense qu'il y a toute une partie stratégique, en fait, qui n'est pas facile à maîtriser. Et là-dessus, en fait, on ne sait pas ce que vaut Redick. Ça, pour le coup, c'est vrai que moi, je parle non pas avec un a priori négatif, mais c'est juste que le mec n'a jamais bossé. Encore une fois, il y a une expertise de joueur, d'accord, mais qui n'est pas l'expertise de stratège d'un coach qui doit tout gérer, là où le joueur ne doit pas tout gérer. Le joueur est un technicien, il doit d'abord maîtriser sa propre technique, sa palette de jeu, ses propres lectures, etc. C'est pas pareil que de maîtriser cet aspect stratégique de qu'est-ce qu'on fait, comment on attaque, avec qui on attaque, qui est-ce qu'on va cibler, etc., etc. Donc voilà. Là, tout cet aspect stratégique, ça, on sait pas. On sait pas, et malheureusement, il a jamais bossé en staff NBA. Il n'a jamais été assistant, donc même, il va découvrir totalement. Bon, après, c'est pas hyper grave, parce que là-dessus, c'est peut-être un des éléments où LeBron est le meilleur de l'histoire aussi, mais bon, voilà, LeBron, c'est un joueur, quoi. C'est pas le coach non plus, même si on blague sur le player coach, mais voilà. Donc, moi, sur cet aspect tactique, il y a aussi tout ce qui est stratégie et de gestion de tout ça, en fait. Et c'est pas que les playoffs, mais même en saison régulière, il faut savoir qui attaquer, comment on le fait, la variété dans les systèmes, etc. Donc, bref, il y a cet aspect. Et pour le coup, j'avoue que je suis pas rassuré par ces assistants, les principaux, notamment ceux qui l'ont rejoint. D'ailleurs, bon signe ou pas, mais il y a quand même pas des très gros noms qui sont venus se rajouter au coaching staff. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il faut lire là-dedans. Est-ce que c'est juste des mecs qui veulent pas s'attacher à Redick parce que c'est risqué, un mec qui a jamais coaché? Est-ce que c'est parce que c'est compliqué les Lakers? Est-ce que c'est parce que c'est compliqué les Lakers de LeBron? Est-ce que c'est compliqué de... Bref, non pas le clan, mais le côté... le côté tribu, le côté Rich Paul, etc., etc. Donc, pour l'instant, les assistants qu'on a, c'est Scott Brooks et Nate McMillan. Bon, voilà, c'est du coach vétéran NBA, mais c'est deux qui n'ont jamais été réputés pour ça, quoi. C'était même un peu le défaut, c'est le côté créatif et même le côté compétence de coach, même stratégique et autres, quoi. Enfin bon, c'était une autre époque, mais bref. Donc là-dessus, pas hyper rassuré, mais bon, à la limite, ça, il va découvrir, on verra. On ne sait pas s'il a cette fibre ou pas, on ne sait pas s'il a cette compétence ou pas, on ne sait pas si LeBron ou si les assistants vont aider ou pas. Il n'y a pas qu'un d'ailleurs, il n'y a pas que Scott Brooks et McMillan. Je crois qu'il y a Lisa Harding de Sacramento, l'ancienne, enfin la coach de l'équipe de D-League des Kings, et puis il y a aussi le fils Saint-Jean, j'ai plus le prénom exactement sous les yeux, mais bref, le fils d'un coach qui s'appelait Saint-Jean aussi, mais le fils qui a été assistant notamment, je crois, déjà aux Lakers avec Frank Vogel. Bref, donc voilà pour le coaching staff, mais il y a un autre aspect, moi, qui m'intéresse et qui je trouve est un peu le point principal de cette équipe et qui va être le plus gros challenge tactique pour Redick, c'est en fait quelle va être l'identité de cette équipe. Et c'est vrai que c'est finalement le même problème qu'a eu Darvin Ham, et c'était un peu à la fois la force mais aussi la faiblesse de cette équipe, je trouve. On l'a développé, si ça vous intéresse, dans les bilans 2024, allez voir, c'est sorti il y a quelques jours, mais c'est un peu cet aspect où quelle peut être l'identité tactique de cette équipe, comment va jouer cette équipe. Et c'est vrai que historiquement, les équipes de LeBron, ça passe par du LeBron, c'est un peu du héliocentrique, comme on dit, donc un joueur autour de qui tout va tourner.
héliocentrique. Bon, le problème, c'est que LeBron de 2025, et même déjà en 2024, et même déjà en 2023 même, en fait, c'est plus LeBron. LeBron, il a plus l'âge. On sait que sur une ou deux actions, c'est toujours pareil, c'est toujours aussi compétent. Après, il ne peut pas le faire sur l'intégralité d'un match. Donc, il y a un peu ce truc un peu ce côté un peu ambigu, j'ai l'impression, tactiquement, où ton identité d'équipe ne peut plus être celle de Miami en 2014, celle des Cavaliers aussi, ou etc. quoi. Ça, tu peux plus, en fait, les équipes de LeBron désormais ne sont plus des équipes de LeBron d'avant, où sa seule présence et son style de jeu dictaient un peu l'identité de l'équipe, donc beaucoup de pick and roll, drive and kick, voilà, ce style héliocentrique autour de lui. Aujourd'hui, comme dit, il ne peut pas encaisser un tel volume. Sur le volume qu'il a, il peut être aussi bon qu'avant. Il sort d'ailleurs d'une saison où il était troisième driver le plus efficace de NBA. Donc on a toujours des standards d'élite pour LeBron James. Mais c'est juste qu'on ne peut pas encaisser autant. Donc, quelle était un peu l'identité offensive de cette équipe sous Darvin Ham, notamment ? C'était une attaque très polyvalente, finalement. Et qui, bon, ça dépend si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais mine de rien, il n'y avait pas une identité forte comme on a l'habitude de retrouver. Et comme dit, on peut le voir de manière positive ou négative, mais factuellement, en tout cas, c'est une équipe qui touchait à tout en attaque. C'est une équipe qui pouvait dérouler plein de choses, qui pouvait attaquer avec LeBron sur pick and roll, qui pouvait attaquer avec du empty pick and roll, donc non pas plein centre, mais sur le côté, parce que tout ce qui est Austin Reeves et D'Angelo Russell, ils adorent ça. C'est une équipe qui pouvait aussi beaucoup attaquer depuis le post-up, notamment les fameux match-up contre OKC, ça passait beaucoup par là, parce que OKC à l'intérieur, c'était défensivement un peu léger, face à LeBron, face à AD, etc. C'est une équipe qui pouvait faire un peu du horns, c'est une équipe qui pouvait faire... Enfin, il y a plein de systèmes différents, et c'est-à-dire qu'en termes d'identité, c'est pas les pick and roll de Dallas. Voilà, c'est pas Luka Doncic, c'est pas une attaque à la James Harden, c'est pas non plus une motion offense hyper fluide et développée autour de Curry, c'est pas non plus la mainmise de Jokic sur Denver, etc. etc. Voilà, il y a un peu ce côté où, vu l'âge de LeBron, on peut plus... En tout cas, il y a cette ambiguïté de, oui, on a LeBron, et quand il a la balle, on joue un peu le LeBron ball, mais tu peux pas le faire tout le temps, quoi. Donc, c'est un peu ce qui a coûté, je trouve, des points à Darvin Ham, c'est cet aspect de, ok, on a une attaque qui est bien parce qu'elle peut toucher à tout, et donc selon le match-up, on s'adapte, mais t'as aucun truc génial, quoi. T'as aucun aspect où tu peux te dire, on est vraiment très bon, quoi. Donc là-dessus, c'est vrai que ça va être compliqué pour Redick, mais en fait pour n'importe quel coach, de comment est-ce qu'on arrive à construire une identité offensive avec LeBron, mais qui est plus LeBron, qui peut faire du LeBron, pick and roll notamment, mais pas tout le temps. Il faut aussi l'envoyer en post-up, il faut aussi l'envoyer, pourquoi pas en poseur d'écran aussi, le fameux pick and roll avec Austin Reeves. Voilà, donc tu as cet aspect, et de l'autre côté, c'est pas comme si tu pouvais construire non plus autour de... Voilà, moi j'aime beaucoup Austin Reeves, mais c'est pas un créateur principal d'attaque non plus qui peut à lui seul dicter une identité, voire même en tant que créateur majeur, même pas premier, mais un B, on va dire. D'Angelo Russell non plus, c'est pas pareil. Anthony Davis, bon, c'est une superstar, d'accord, mais surtout pour la défense. Et bon, par rapport à d'autres défenseurs, c'est un excellentissime attaquant, on est d'accord, mais c'est pas un initiateur d'attaque de haut niveau non plus. Donc, c'est quoi l'identité d'une attaque autour de Davis ? On l'a jamais vraiment vu. En tout cas, les meilleures attaques qu'on a vues, c'est quand il y avait un pick and roll avec, à l'époque, avec Rondo, plus le pick and roll entre gros avec Cousins ou des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, Davis non plus, ça dicte pas une identité forte, très marquée non plus, quoi. Donc, bref, je pense qu'on va un peu retomber là-dedans. Et ça aurait été un challenge pour n'importe quel coach, finalement, pour cette équipe, mais c'est cet aspect d'un effectif très homogène. Souvenez-vous, on a un peu attaqué le podcast comme ça. Et c'est vrai que, voilà, une fois qu'on retombe sur la tactique, on retombe à ça, en fait. On retombe sur ça, pardon. C'est-à-dire, on a LeBron qui, sur le niveau intrinsèque par ballon touché, il est très fort, mais il peut plus faire comme avant, toucher la balle 100 fois par match et avoir un usage de 30 ou 40% comme avant. De l'autre côté, tu as des créateurs secondaires, voire tertiaires, très sympathiques. Russell, Austin Reeves, aussi un peu, Davis. Mais voilà, c'est pas... Je pense que l'identité, elle va être difficile à trouver, et je crains un peu, je redoute un peu les mêmes critiques quand même, c'est-à-dire ça change un peu tout le temps, quoi. Les gens ont vu ça et on dit, mais il n'y a pas une manière de jouer et ça change un peu tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on change autant, quoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un truc et un truc très bien ? Voilà, à mon avis, c'était un peu pour ça. Et le truc, c'est que l'effectif a pas tant changé que ça. C'est-à-dire que j'en ai même pas parlé, Là, je parlais que du coach. La guerre entre LeBron et les Lakers, autour de Redick, autour des insiders. J'ai parlé beaucoup de ça, mais j'ai même pas parlé du fait que
bah finalement, il n'y a pas eu beaucoup de mouvement côté effectif. On a à peu près le même effectif, c'est-à-dire LeBron, Davis, on a toujours D'Angelo Russell et Austin Reeves. On a toujours Rui Hachimura, Gabe Vincent qui va revenir de blessure, on l'espère, ça va être un vrai joueur de rotation, peut-être. Vanderbilt qui va revenir de blessure, peut-être aussi. Max Christie qui, on l'espère, va un peu plus jouer. Le 3&D, jeune 3&D, Max Christie, que moi j'aime beaucoup d'ailleurs. Cam Reddish est toujours là, je crois, de mémoire. Je dis pas de bêtises, mais oui, je crois que oui. Taurean Prince est parti, par contre, donc t'as perdu un 3&D. Non remplacé d'ailleurs, un peu dommage. Et voilà, c'est exactement la même équipe que l'an dernier. J'ai cité Hachimura ou pas? Je sais plus. Rui Hachimura est toujours là, évidemment. Et bon, d'un côté, on peut se dire, est-ce que JJ Redick va faire comme Darvin Ham avec donc une équipe et une attaque à l'identité très malléable, finalement, qui va faire un peu de tout, un peu toucher à tout, ou est-ce qu'on va essayer de recentrer, je sais pas moi, essayer de décoller un Austin Reeves? C'est peut-être ma déception sur Darvin Ham, c'est je pensais qu'il pourrait faire plus, Reeves. Mais je suis aussi très très chaud sur Reeves, donc plus que la moyenne. Mais est-ce que ça peut passer par une explosion encore plus, méga responsabilisation de Austin Reeves, et donc une attaque plus axée pick and roll, par exemple? Voilà, ce genre de choses. Je sais pas, donc est-ce qu'on continue comme ça, même effectif, ou alors, comme d'habitude, est-ce qu'on fait le gros coup? Voilà, c'est la rengaine depuis un an et demi, on a des bons joueurs, on a aussi notamment donc des bons contrats. Je pense à Rui Hachimura, 17 millions, contrat de taille moyenne, parfait pour monter des échanges. Hachimura 17, D'Angelo Russell 18, Reeves même 12, mais bon, moi je le garderai parce que à ce prix-là, Austin Reeves c'est un peu cadeau. Il y a aussi Gabe Vincent, qui je pense peut aider, mais bon, dans un trade, ça dépend qu'est-ce que tu as en retour, mais si pour aller chercher un meneur star par exemple, c'est pas grave de laisser partir, mais donc 11 millions Gabe Vincent, contrat de taille moyenne pour de bons échanges. Jared Vanderbilt aussi, 10 millions. Christie vient de re-signer à 7, donc il sera peut-être éligible à être échangé plus tard. Et puis après, tu as aussi t'as le nouveau drafté Dalton Knecht, je crois qu'on dit comme ça, ou alors Oud Skifino, jeune drafté de l'an passé. Voilà, ils sont pas des gros contrats, mais pour faire pencher la balance et pour convaincre une équipe, tu peux rajouter un petit jeune là-dedans, ou des tours de draft. Bon, j'ai pas exactement devant les yeux, mais voilà, limite, c'est pas tant les technicalités aujourd'hui du salary cap ou des trades qui m'intéressent aujourd'hui, c'est juste pour dire que soit on fait un trade pour aller chercher un joueur majeur, si tant est qu'il soit disponible et que les Lakers arrivent à aller le chercher, et là, peut-être qu'on peut dicter une nouvelle identité forte offensive de par un profil assez intéressant. On va pas aller jusqu'à Kawhi Leonard, mais je sais pas moi, certaines opportunités du marché. Soit sinon, je crains et je redoute qu'on reste un peu dans le style actuel et que ce soit un peu comme avant, quoi. Un peu une attaque qui touche à tout avec Russell qui a ses 7 à lui, Reeves qui a ses 7 à lui, LeBron qui a ses actions à lui, Davis qui a un peu ses actions à lui, etc. quoi. Donc voilà, bon, encore, je vais pas refaire le bilan podcast, le podcast sur le bilan 2024 qu'on a fait, mais une des forces des Lakers l'an dernier, c'était aussi le panier, quoi. Et à quel point est-ce que Darvin Ham était très bon pour avoir des tirs au panier, des lancers francs. Voilà, ça, c'est quand même assez intéressant. À quel point est-ce que Redick va arriver à reproduire ça avec le matos qu'il aura? On verra ça, mais je crains un peu une continuité, et donc cet aspect de pas facile de construire une vraie attaque qui a une identité un peu qui se dégage avec un LeBron qui avant le dictait à lui tout seul, mais maintenant c'est plus le cas. C'est un peu ambigu finalement comme situation. D'ailleurs, toujours pareil sur le coaching, quelle va être l'identité défensive de cette équipe? On ne sait pas qu'est-ce qu'il va vouloir faire en termes de, notamment le positionnement de Anthony Davis, poste 4 ou poste 5, quid aussi du spacing par rapport à ça. Est-ce qu'on met poste 4 ou poste 5? Mais bref, au niveau des schémas défensifs aussi, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir pratiquer? Ça dépend aussi des rotations. Bref, il y a plein d'interrogations. Et ça, on peut pas y répondre à ça. On verra qu'est-ce que ça va donner. Mais voilà. Le côté créativité tactique, c'est une chose. Il y a le côté stratégique, plus important, à mon sens. Il y a le côté identité tactique de cette équipe qui n'est pas très définie, ou en tout cas, qui est définie en tant qu'un peu touche à tout. Et puis après, il y aura l'aspect d'ajustement. Ça, c'est aussi un truc où, je le répète assez souvent, mais c'est la qualité principale des coachs d'élite. C'est pas tant, je fais des beaux systèmes, c'est en playoff, je suis capable de m'ajuster. Et ça, en plus, c'est un truc sur lequel Darvin Ham avait été excellent sur les playoffs 2023. C'est pour ça aussi qu'on les met à ce point sur ce round de playoffs, c'est cette capacité pour un coach très jeune de s'adapter et de pas tergiverser, de faire les choix directs. Et par exemple, c'est ce qui manque un peu à Doc Rivers, qui est un bon coach de saison régulière, qui a des bons systèmes et tout, mais qui manque un peu de ce côté d'adaptation en playoff. Et ça, là encore, est-ce que Redick est un coach qui est capable de s'adapter? C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. C'est juste que pour l'instant, on ne sait pas, mais voilà.
comme dit, on a aussi des coachs rookies comme Darvin Ham, comme Nick Nurse, hein, qui était fabuleux là-dessus, dès son année rookie. D'ailleurs, il est allé au titre, comme Steve Kerr, etc. quoi. Donc, ça, c'est un peu... On sait pas, mais ça fait aussi partie donc, du challenge tactique. On a parlé du management, mais au niveau tactique, donc c'est tout ça. C'est adaptabilité, c'est l'identité, trade ou pas, d'ailleurs. C'est les systèmes, c'est la stratégie. C'est un boulot assez complexe, hein, mine de rien. Donc, c'est pour ça que moi, le manque de bagage tactique, on va dire, en tout cas le manque de bagage d'expérience dans un coaching staff peut un peu impressionner. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.